Quand on regarde Mel Brooks, on voit l'histoire de la comédie. On voit un homme de 98 ans, un homme qui a survécu à sa femme, à ses meilleurs amis et à presque toute sa génération. Il est censé être celui qui fait rire le monde. L'homme qui a passé toutes ses soirées avec Karl Reiner à dîner sur des plateaux et à regarder Jeopardy jusqu'à la fin. Mais lorsque les caméras l'ont surpris hier devant sa maison tranquille et isolée, où il passe ses dernières années en semi-retraite, il n'y avait pas un rire, pas une plaisanterie pour détendre l'atmosphère. Il n'y avait qu'un homme comme si le poids du siècle s'était effondré sur ses épaules. Depuis des jours, le monde entier est en émoi suite à l'affaire Rob Reiner. La brutalité du crime, l'arrestation de son fils Nick, le choc absolu de voir une dynastie hollywoodienne s'effondrer en une seule nuit de violence. Mais tandis que les présentateurs des journaux télévisés commentent les dates d'audience et les rapports de police, Mel Brooks garde le silence. Et ce silence est plus éloquent que tout le reste, car tout le monde à Hollywood sait que Mel n'était pas seulement le meilleur ami du père de Rob. Il était comme un second père pour lui. Il a dit que certains parlaient de tragédie, d'une crise de démence soudaine, d'un terrible accident. Mel leva les yeux, perçants et humides, et déclara « Ce n'était pas un accident. Et ce n'était pas soudain. Nous avons assisté à ce désastre au ralenti pendant 10 ans, et nous l'avons laissé se produire parce que nous aimions trop Rob pour lui dire qu'il avait tort. » Voilà ce que Mel a raconté un après-midi précis, il y a environ 6 mois. C'était un dimanche. Rob était venu chez Mel, comme son père Karl avait l'habitude de le faire, mais Rob ne mangeait pas. Il faisait les 100 pas. Mel a décrit Rob comme un homme traqué chez lui. Il a confié à Mel que Nick était revenu au domaine de Brentwood après un nouvel échec en cure de désintoxication. Mais cette fois, c'était différent. Le garçon, même s'il avait la trentaine, on l'appelait encore le garçon, ne se contentait pas de replonger dans la drogue. Il était en plein délire. Il était agressif. Rob a confié à Mel qu'il avait commencé à fermer sa porte à clé la nuit. Imaginez un peu, Rob Reiner, un homme qui avait bâti toute sa vie, toute son image publique, sur les idéaux de communication, de famille et d'ouverture, s'enfermait loin de son propre fils. Quand Mel lui a demandé pourquoi il n'avait pas appelé la police, puis pourquoi il n'avait pas demandé d'ordonnance restrictive, Rob a donné une réponse qui résonne encore dans le salon de Mel. Il a dit « J'ai promis à Michel que je ne l'abandonnerai pas. Si je le mets à la porte, il mourra dans la rue. Si je le garde ici, peut-être que je pourrai le sauver. » Mel a frappé du poing sur la coudoir en racontant cela, a frappé du pied. Il a dit avoir crié sur Rob. Il lui a dit qu'il ne sauvait pas son fils, qu'il abritait un danger. Mais Rob était têtu. Il avait cette obstination à la RER qui faisait de lui un grand réalisateur. Ce genre d'obstination qui vous pousse à rechercher la prise parfaite, encore et encore. Mais appliquée à un toxicomane instable, cette obstination lui a été fatale. Le plus choquant dans les révélations de Mel, ce n'est pas seulement la violence, c'est l'exploitation financière qui l'a précédé. On voit tout leur fortune, leurs films, l'empire Castle Rock. On suppose que l'argent résout tous les problèmes. Mel a révélé qu'au cours des 2 dernières années, la situation avait épuisé Rob et Michel émotionnellement et commençait à les ruiner, non pas parce qu'ils étaient sans le sou, mais parce que l'extorsion était incessante. Nick ne demandait pas seulement de l'argent. Il l'exigeait en guise de réparation pour des affronts qu'il percevait comme remontant à son enfance. Mel a évoqué les réparations réclamées par Nick, retournant les valeurs libérales et ouvertes d'esprit de la famille contre eux
et affirmant que son traumatisme nécessitait des millions de dollars de compensation. C'est une tactique de manipulation d'une lucidité terrifiante. Mel racontait que Rob venait le voir en larmes, lui montrant des SMS odieux, emplis de haine, où il le tenait responsable de tout, de la dépendance de Nick à ses échecs professionnels. Et pourtant, le lendemain, Rob lui achetait une voiture. Rob payait un appartement. Rob finançait un projet. Mel appelait ça le syndrome hollywoodien, la conviction qu'il suffit d'investir massivement dans un problème pour obtenir une fin heureuse. Rob pensait pouvoir diriger la convalescence de son fils comme il avait dirigé Princess Bride. Il croyait qu'en créant le décor adéquat, en fournissant le bon éclairage et le soutien nécessaire, le scénario changerait. Mais la vie n'est pas un scénario. Et Mel Brooks, qui comprend mieux que quiconque la structure de la tragédie, car il comprend aussi celle de la comédie, avait pressenti le dénouement. Il a raconté à l'intervieweur un épisode survenu pendant les fêtes de fin d'année l'an dernier. C'était une réunion intime, en petit comité. Nick était présent. L'atmosphère était tendue, comme un fil qui allait se rompre. Mel observait Nick qui regardait de son père. Il disait que ce n'était pas le regard d'un fils, mais celui d'un prédateur évaluant sa proie. À un moment donné, Rob fit une blague, une de ses blagues autodérisoires habituelles, et tout le monde rit, sauf Nick. Nick resta figé, le regard vide. Plus tard dans la nuit, Mel prit Rob à part. Depuis que la nouvelle a éclaté, c'est cette conversation qui empêche Mel de dormir. Mel a saisi Rob par les épaules. Il a insisté sur ce geste en racontant l'histoire, mimant la prise, et a dit « Robbie, il faut que tu le fasses sortir. Il ne te regarde pas avec amour. Il te regarde comme si tu lui appartenais. » Et Rob, le doux, l'intelligent Rob, s'est dégagé. Il était vexé. Il a dit à Mel « Tu parles comme les critiques. Vous ne le connaissez pas comme moi. Il souffre. » À ce moment de l'interview, Mel s'est effondré. Il pleurait le garçon qu'il avait vu grandir. Le garçon qui jouait par terre avec Karl Reiner, le garçon devenu un homme incapable de distinguer l'amour de la dépendance. Mel a le sentiment d'avoir échoué. Il a le sentiment qu'en tant que patriarche, dernier représentant de cette grande génération d'humoristes juifs, il était de son devoir de préserver cet héritage. Et il a échoué parce qu'il n'a pas appelé la police lui-même. Mais le détail le plus choquant fourni par Mel ne concernait pas le passé, mais la nuit du meurtre. La chronologie publiée par la police est clinique. L'heure du décès, les points d'entrée, l'emplacement des corps. Mais Mel sait ce qui s'est passé dans les heures précédentes, car Rob l'a appelé. Il était tard. Mel était déjà couché. Mel lui a dit de quitter la maison. « Monte dans la voiture, Robbie. Conduis. Viens ici. » Et c'est cette phrase qui choque tous ceux qui l'entendent. La phrase qui transforme cette histoire criminelle en tragédie grecque. Rob a répondu « Je ne peux pas laisser Michelle. Elle est dans la pièce avec lui. Elle essaie assez de le calmer. Si je pars, il retournera tout contre elle. » Rob Reiner resta dans cette maison, conscient du danger, de l'instabilité, car il refusait d'abandonner sa femme au monstre qu'ils avaient créé ensemble. Il retourna dans la pièce pour la protéger. Ce fut la dernière fois que Mel Brooks entendit sa voix.
Les médias présentent Nick comme une force purement chaotique, mais Mel insiste sur la nécessité de comprendre le ressentiment qui l'habitait. Il parlait de l'ombre de Karl Reiner, l'ombre de Rob Reiner. Représenter la troisième génération d'une dynastie dont les deux premières sont des légendes est un fardeau écrasant si l'on n'a pas la force de le porter. Mel disait que Nick avait du talent, une voix, mais qu'il voulait les applaudissements sans le travail. Et quand l'industrie ne s'est pas pliée à ses exigences, il a blâmé l'ombre. Il reprochait à Rob d'être trop important. Il s'était persuadé que le succès de Rob lui volait sa propre joie. C'est une crise psychologique que Mel avait déjà vue dans cette ville, mais jamais aussi violente. Il la comparait à de la pourriture. Ça ne se voit pas au premier abord. La maison de Brentwood paraissait parfaite, les pelouses étaient impeccables. Les décorations de Noël étaient probablement déjà installées ou en cours de préparation. Mais à l'intérieur, la pourriture avait rongé les fondations. Mel exprima également une colère féroce envers les instances qui entouraient la famille. Il révéla la présence de thérapeutes, de médecins et de consultants, des personnes rémunérées par l'entreprise qui minimisaient la menace. Il affirma que certains professionnels avaient déclaré à Rob et Michelle que la méthode amour dur, était dépassée, qu'ils devaient pratiquer l'acceptation radicale. Voilà pourquoi Mel prend la parole. Il dit se moquer du procès. Il sait que ce n'est qu'une formalité. Les preuves sont accablantes. Ce qui compte pour lui, c'est la vérité sur la vie de son ami. Il ne veut pas que l'on se souvienne de Rob comme d'une victime d'un crime gratuit. Il veut qu'on se souvienne de lui comme d'un homme, mort de chagrin, avant même que le couteau ne le touche. Il veut que le monde sache que Rob s'est sacrifié, au sens propre du terme, en essayant d'être le père dont son fils avait besoin. Le récit de Mel nous interpelle. Il nous oblige à nous interroger sur les limites de l'amour parental. On dit souvent « Je mourrai pour mes enfants ». Rob Reiner a mis ses limites à l'épreuve. Et la tragédie, selon Mel, c'est que sa mort n'a pas sauvé son fils. Cela ne fit que sceller le destin de son fils. Vers la fin de la conversation, Mel se tut. Il contempla sa chambre remplie de souvenirs de le shérif étant en prison, du jeune Frankenstein et de photos de sa défunte épouse, Anne Bravtoft. Il semblait perdu sur une île de souvenirs. Il confia que le plus dur n'était plus la colère, mais le silence. Le téléphone ne sonne pas. Plus de dîners du dimanche. Le lien avec Karl est rompu. « Je suis le dernier », murmura-t-il. « Et je dois vivre avec le fait que je l'avais vu venir. » Il a parlé des préparatifs des funérailles, qui resteront privés. Il a dit qu'il comptait prendre la parole et qu'il ne ferait pas de blagues. Il comptait dire la vérité qu'il avait confiée aux journalistes. Il veut que l'industrie l'entende. Il veut que chaque père célèbre, chaque mère riche d'Hollywood regarde ses enfants en difficulté et cesse de se mentir à eux-mêmes. Il veut que la mort de Rob soit un électrochoc, un signal d'alarme terrible qui dise « On ne peut pas guérir quelqu'un de sa violence par l'amour. » Mel Brooks a passé sa vie à dénoncer les absurdités du monde, à nous faire rire d'Hitler, du racisme, de la mort elle-même. Mais il ne perçoit pas l'absurdité de la situation. Il n'y a pas de satire. Il n'y a que la dure réalité d'une famille détruite de l'intérieur. Alors que le journaliste s'apprêtait à partir, Mel lui attrapa le bras. Il avait une dernière chose à dire, un message qu'il semblait désespéré de faire passer. Peut-être pour apaiser les tensions, peut-être pour mettre en garde les autres. Il parla de nouveau de ceux qui avaient permis cela.
Il a dit que Nick avait des amis, une bande de parasites qui alimentaient ses illusions, qui dépensaient de l'argent de Rob pour faire la fête, qui attisaient le ressentiment de Nick. Mel veut les démasquer. Il a dit que Nick détenait l'arme, mais que beaucoup d'autres l'avaient aiguisé. C'est un Mel Brooks qu'on n'a jamais vu. Ce n'est pas l'homme de spectacle. C'est le témoin. Et son témoignage est bouleversant. Il lève le voile sur le prestige de l'héritage du RER et révèle la souffrance humaine qui se cache derrière. Il nous rappelle que derrière les grilles de Brentwood, derrière les prix et les honneurs, il n'y a que des êtres humains. Des êtres humains qui font des erreurs. Des êtres humains qui aiment aveuglément. Des êtres humains qui souffrent. Quand vous entendrez parler du procès en janvier, quand vous verrez Nick Reiner dans sa combinaison orange, ne vous contentez pas de voir un titre. Souvenez-vous de Mel Brooks, assis dans son fauteuil à 98 ans, pleurant le petit garçon qu'il prenait sur ses genoux et son meilleur ami qu'il n'a pas pu sauver. Souvenez-vous que la vérité est rarement aussi simple qu'un rapport de police. La vérité est une histoire de petits choix, d'avertissements ignorés, de portes restées ouvertes parce qu'on ne pouvait se résoudre à les fermer sur ses propres enfants. Le silence de Mel est rompu et son écho résonnera longtemps. Il nous glace le sang, nous faisant prendre conscience que même ceux qui écrivent les fins les plus heureuses, pour nous, doivent parfois traverser les plus sombres. L'histoire de la mort de Rob Reiner n'est pas qu'une simple affaire criminelle. C'est un avertissement sur les limites de l'amour, lancé par un homme qui a tout vu et qui regrette plus que tout d'avoir vu cela. L'interview s'acheva non pas en apothéose, mais par un profond soupir. Mel se retourna vers la fenêtre, contemplant le soleil californien qui semblait trop éclatant pour la journée. Il paraissait fragile, mais sa détermination était inébranlable. Il a cessé de protéger les secrets. Il a cessé de protéger son image. Il protège désormais la vérité. Et la vérité, comme le raconte Mel Brooks, c'est que Rob Reiner n'est pas simplement bossé. Il a été consumé par la vie, même qu'il s'était été efforcé de cultiver. Et c'est une tragédie qu'aucun temps, aucun rire ne pourra jamais réparer. Il nous reste maintenant à assimiler cela, à nous pencher sur nos propres familles, nos propres secrets. Mel Brooks a accompli l'acte le plus difficile qu'un ami puisse accomplir. Révéler la vérité crue et crue sur un homme magnifique. Et c'est pourquoi nous devons l'écouter. Car si Mel Brooks, à la fin de sa vie, ressent le besoin de lancer cet avertissement, nous serions bien insensés de l'ignorer. Le système a failli, les médecins ont failli, et l'amour, cet amour infini et magnifique du RER, a péri. C'est une conclusion brutale, mais c'est celle qui reste à Mel. Et maintenant, c'est celle qui reste à nous tous. Tandis qu'un nouveau cycle se déroule comme toujours, que ce récit vous hante. L'image d'un vieil homme dans une pièce silencieuse, pourtant le poisse de la fin d'une dynastie, c'est un rappel poignant que la célébrité ne protège de rien, ni de la douleur, ni de la trahison, et certainement pas des enfants qu'on met au monde. L'héritage de Rob Reiner restera ses films, certes, mais grâce à Mel Brooks, il sera aussi cette ultime leçon bouleversante sur la complexité du cœur humain. Le silence est rompu, le choc est bien réel, et la réalité est infiniment plus douloureuse que n'importe quelle fiction. C'est l'histoire que Mel Brooks se devait de raconter, et c'est l'histoire que nous devions entendre, aussi pénible soit-elle, car en fin de compte, seule la vérité honore les morts. Et Mel Brooks a honoré Rob Reiner de la seule manière qui lui restait,
en refusant que sa mort ne soit qu'un mensonge. Souhaiteriez